Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de préparation à l'oral qui s'appelle mouvement d'une poulie, donc de la mécanique des solides en rotation ici. Donc on nous dit qu'un régulateur d'Archereau-Foucault est un dispositif qui est utilisé en horlogerie. On le modélise par un contrepoids P de masse petit m accroché à un fil de masse négligeable. Le fil est enroulé autour d'un cylindre tournant autour de son axe OX. La chute de P entraîne la mise en rotation du cylindre et on va rajouter des frottements gamma F égale moins lambda oméga. Et donc, dans un premier temps, on nous demande de justifier que Z point égale R oméga. Donc ici, on va utiliser le fait que le fil est inextensible. Et donc, comme le fil est inextensible, lorsqu'on déroule le fil d'une petite hauteur dz, donc il faut imaginer qu'on repère la position d'un point M ici sur le cylindre par un angle le θ. Et donc il faut imaginer que le fil se trouve comme cela. Et donc quand vous allez dérouler d'une petite hauteur dz le fil, eh bien, le point M va lui tourner d'un petit angle dθ ici. Et donc cette longueur ici opposée va s'écrire r dθ comme d'habitude dans ce type de situation. Donc lorsqu'on déroule le fil d'une petite hauteur dz, eh bien, il se déroule une longueur r dθ sur le cylindre. Donc on en déduit que dz est égal à r dθ. Et donc si je divise par dt, eh bien j'en déduis que z point est égal à r θ point ou encore r oméga, ici, tout simplement. Montrer que la force de tension du fil exercée en I est donnée par T égale mg moins z point uz. Donc même chose, on va reprendre le dispositif. Donc ça c'était la question numéro 1. Donc question numéro 2, on applique une deuxième loi de Newton sur le contrepoids P. Donc ce contrepoids P est soumis à son poids et à une force de tension du fil que je vais appeler T1 ici, et donc dans le référentiel terrestre, galiléen. Donc en faisant cela, on va avoir que mz point est égal au poids, c'est-à-dire mg, attention l'axe est pris vers le bas, moins à la tension T1. Donc on en déduit que T1 est égal à m facteur de g moins z point. Donc ça nous donne la tension exercée par le fil sur le contrepoids, et nous on veut la tension exercée en I sur le cylindre, c'est-à-dire la tension exercée par le fil sur ici le cylindre au point I, donc c'est cette tension T que l'on souhaite avoir. Et donc par principe d'action-réaction, comme le fil est de masse négligeable, il retransmet intégralement les forces. Donc le fil transmet parfaitement les forces. Et donc on a que T est égal à moins T1. Ici. Donc norme de T est égale à norme de T1. Tout simplement. On a que T1 est égal à mg moins z point. Donc on va bien avoir que T va être égal à m facteur de g moins z point selon EZ, ici. Voilà, on a que T plus T1 est égal au vecteur nul, et donc la force exercée sur le cylindre par le fil, on a le fil qui tire ici au point T de cette manière-là. Ok. Puisque ici on a que T1 est égal à moins T1 EZ, ce qui fait donc en fait M moins M G moins Z point EZ, et donc T est égal à moins T1, ce qui fait bien plus MG moins Z point EZ. Montrer que la vitesse angulaire de rotation vérifie une équation différentielle proposée. Donc cette fois-ci, on va appliquer
le théorème du moment cinétique, la loi du moment cinétique, au cylindre, par rapport à l'axe fixe OX, JX, ici c'est OX, pardon, dans le référentiel terrestre, hein, toujours galiléen. Et donc on a que dJOX sur dt est égal à la somme des moments par rapport à OX des actions extérieures. Avec JOX, qui était LOX, pardon, c'est le moment cinétique, je suis allé un petit peu trop vite, avec LOX qui est égal à JOX fois oméga. Donc on en déduit déjà que dLOX sur dt est égal à JOX doméga sur dt. Voilà. Et donc ensuite, on va regarder un petit peu les actions. Donc déjà, on a un couple de frottement gamma OX qui s'écrit donc directement le moment du couple comme étant moins lambda oméga. Et enfin, on va avoir du coup ici le cylindre, on ne sait pas trop comment il est tenu. Il tourne librement autour de son axe X, donc on peut supposer un pivot parfait autour de l'axe X. Donc on suppose un pivot parfait. Autour de l'axe OX. Donc le moment par rapport à OX du pivot est nul. Et enfin, on a cette fameuse force qu'on a déterminée tout à l'heure, T2, qu'il faut prendre en compte. Et donc on a le moment par rapport à OX de T2 qui est égal, voilà, tout est question de convention. Ici, quand on tire le fil, θ va avoir tendance à augmenter. Donc je vais prendre un θ qui est dirigé comme cela pour bien avoir en plus un axe delta qui est ici OX orienté vers le haut, d'après la règle de la main droite. Et donc par méthode du bras de levier, le bras de levier de la force T2, c'est directement grand R. Et donc ça va me faire norme de T2 fois grand R. Et ce moment est positif puisque la force est motrice du mouvement ici. Et donc ça nous fait tout simplement R facteur de la norme de T2 qui est la norme de T1 qui est donc mg facteur de G moins z point point. Et z point point, on a dit que c'était R oméga, donc ça fait M R G moins R. On n'a que z point est égal à R oméga, donc z point point est égal à R oméga point, donc R d oméga sur dt. Ici, d'où, tout calcul fait, on n'a que JOX fois d oméga sur dt est égal à moins lambda oméga, voilà, plus mgr moins mg r carré d oméga, pardon, il n'y a pas de g, moins mr carré d oméga sur dt. Et donc on veut le mettre sous une forme bien particulière. Donc on peut le mettre sous la forme JOX plus m r carré fois d oméga sur dt plus lambda oméga égale mg r. Donc voilà l'équation que l'on obtient ici. Alors petite remarque, là on l'a fait en prenant comme système uniquement le cylindre, remarque, hein, on aurait pu prendre un système plus complet, le système cylindre plus contrepoids, et lui appliquer le théorème du moment cinétique, et dans ce cas-là, on aurait eu que la dérivée du moment cinétique par rapport au temps était égale à la somme des moments par rapport à OX des actions extérieures. Et ce qui va changer, c'est que dans les actions extérieures, on ajoute le poids, puisque maintenant il est dans le système. On a le poids du contrepoids. Ça me fait penser qu'on n'a pas pris en compte le poids du cylindre ici dans les actions extérieures. Alors ici, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas pris en compte les actions extérieures avec, voilà, on a le couple de frottement, on a le pivot parfait, on a T2 et on a le poids du cylindre qui en réalité s'applique en OX
Donc le moment par rapport à OX du poids du cylindre est directement nul puisque la force poids s'applique sur l'axe de rotation. Donc ici on a le poids de P en plus puisque maintenant P est dans le système. Et le moment par rapport à OX du poids de P, c'est tout simplement le bras de levier, c'est encore une fois grand R. Et donc ça va nous donner mg grand R puisque le poids ici est également moteur. Il a tendance à faire tourner le fil et à agrandir θ. Et par contre, on n'a plus la tension du fil. Il faudrait prendre en fait le fil également dans le système, qui est de masse nulle. On n'a plus la tension du fil, car c'est une force intérieure. Et donc la chose qui change, c'est le moment cinétique. Et le moment cinétique de sigma par rapport à OX, c'est le moment cinétique du cylindre par rapport à OX, plus le moment cinétique par rapport à OX du contrepoids P. Et donc ça va être JOX oméga, plus le moment cinétique d'un point matériel, c'est mr carré, tout simplement, oméga. Où R est la distance à l'axe de rotation, la distance orthogonale. Et donc on en déduit bien que dL sigma sur dt est égal à JOX plus mr carré d oméga sur dt. Et donc on retrouverait bien la même équation avec comme nouveau moment cinétique mr carré plus j oméga, plus j, pardon, au lieu d'avoir juste j, mais par contre le moment de la force poids en plus que du moment des forces qu'on avait dans la question 3. Deux méthodes complètement équivalentes. Résoudre l'équation, en déduire l'intérêt. Donc ici, c'est une équation différentielle d'ordre 1. Donc ça, normalement, j'espère que vous savez tous résoudre ça. Donc on va la mettre sous forme canonique. Donc d oméga sur dt plus lambda sur JOX plus mr carré oméga est égal à mg r divisé par JOX plus mr carré. Et donc on peut identifier tau qui vaut JOX plus mr carré sur lambda et la pulsation en régime permanent qu'on obtient en annulant la dérivée oméga infini qui est donc égal à mgr sur lambda. Beaucoup plus facile de le voir dans l'équation qui est encadrée. Vous éliminez d oméga sur dt et vous obtenez oméga infini qui vaut mgr sur lambda. Ici, pour ceux qui ne se rappellent plus, j'ai identifié tau comme étant le terme devant oméga, quand il y a un coefficient 1 devant la dérivée. Ça, c'est le terme surligné, c'est directement 1 sur tau. Et donc, on en déduit la solution. La solution, c'est du classique. Oméga de t est égal à alpha e puissance moins t sur tau plus oméga infini. Et donc, il faudrait juste connaître la pulsation de départ. Je ne sais pas si elle nous est donnée. Ici, on modélise de façon, le fil est enroulé, on fixe la chute de P, cylindre émulé d'ailette. On n'a pas la pulsation de départ, on va la poser oméga 0, comme ça il n'y a pas de problème. Et oméga de t égale 0 est égal à alpha plus oméga infini égale oméga 0. Donc alpha égale oméga 0 moins oméga infini. Et donc on en déduit que oméga de t est égal à oméga 0 moins oméga infini, e puissance moins t sur tau, plus oméga infini, ce qui fait que oméga de t va avoir une allure d'exponentielle décroissante. Si on suppose que oméga infini, oméga 0 est plus grand que oméga infini, on va avoir une décroissance exponentielle avec ici tau. Et donc ce dispositif permet de réguler la vitesse angulaire de rotation du balancier. C'est-à-dire que si oméga devient supérieur à oméga infini, eh bien ça va, les frottements vont faire en sorte que la pulsation diminue pour réatteindre oméga infini, et inversement, si jamais oméga devient plus petit qu'oméga infini. Le contrepoids va faire en sorte que la pulsation réaugmente jusqu'à atteindre oméga infini. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que la correction vous a plu, et s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonne journée.